Dans cette nouvelle vidéo sur les fonctions, on va parler continuité. Alors commençons par la définition. Donc on prend f, une fonction définie sur un intervalle i de r, et on va prendre x0, un réel dans i. On va dire que la fonction f est continue en x0 si et seulement si la limite de f de x lorsque x tend vers x0, c'est égal justement à f de x0. Remarquez en particulier que si on a une limite à gauche et une limite à droite en x0 et que ces deux limites ne sont pas égales, on ne peut pas être continu en x0. Et puis on va dire qu'une fonction est continue sur tout l'intervalle i, si et seulement si elle est continue en tous les points de l'intervalle i. Alors, deux remarques. Pour commencer, si l'intervalle i est un intervalle fermé, par exemple AB comme ça, eh bien, voyez bien que alors, pour les points intérieurs, il n'y a pas de souci. Par contre, qu'est-ce qui se passe par exemple en A? On a dit qu'il faudrait que la limite de f de x, lorsque x tend vers A, on veut que ça soit égal à f de A. Oui, mais pour les x qui sont plus petits que A, f de x, a priori, ça n'existe pas. En tout cas, c'est pas sur cet intervalle-là qu'on cherche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement dire, on prend x plus grand que A, ou limite de f de x lorsque x tend vers A+. Donc, ça veut dire que pour la borne inférieure de l'intervalle, eh bien, je vais prendre la limite à droite, et puis pour la borne supérieure, je prendrai la limite à gauche, c'est-à-dire que je regarderai la limite lorsque x tend vers b-. Deuxième remarque, graphiquement, la continuité d'une fonction sur un intervalle i, ça se traduit, ou on peut le considérer comme étant le fait de tracer la courbe représentative sans lever le stylo, sans faire de trous, en ayant une courbe en un seul morceau ou qui n'a pas de saut en certaines valeurs. Vous le voyez comme vous voulez, ça veut tout dire un petit peu la même chose. Quelques exemples. En fait, les fonctions usuelles, alors, la fonction polynôme, les fonctions rationnelles, les fonctions exponentielles, puissance, logarithme, trigonométrique, sont toutes des fonctions qui sont continues sur leur ensemble de définitions. Simplement, faites attention, notamment pour les fonctions rationnelles, oui, on va avoir des points de discontinuité là où la fonction n'est pas définie. Par contre, sur son ensemble de définitions, j'ai bien une fonction qui est continue. Allez, propriété fondamentale, la somme, la différence, le produit, le quotient, l'élévation à la puissance et la composition de fonctions continues donnent des fonctions qui sont continues. Donc la continuité, c'est une propriété qui passe très bien avec les opérations sur les fonctions. Bon, là, à nouveau, il faut que les domaines de définition soient cohérents, permettent l'existence de tout, et donc on a la continuité sur ces ensembles de définition. Alors, par exemple, si je prends la fonction qui a x associe sinus de cosinus de x carré plus 1, eh bien c'est bien une fonction qui est continue sur R, puisque la fonction qui a x associe x carré plus 1, c'est une fonction qui est continue sur R. Je la compose avec la fonction cosinus qui est aussi une fonction continue sur R, que je recompose avec la fonction sinus qui est également continue sur R, donc pas de souci ici. Autre définition, on va appeler fonction, cette fois continue par morceau, toute fonction qui est continue sauf en un nombre fini de points. En fait, son nom dit très bien les choses. En regardant morceau par morceau, ma fonction est continue. Par contre, si je regarde sur tout l'intervalle en une seule fois, elle n'est pas continue. D'accord? Donc elle est continue, sauf en quelques points, qu'on va appeler des points de discontinuité. Et exemple classique, les fonctions en escalier sont des fonctions continues par morceau. Elles sont continues sur chaque intervalle où la fonction est constante. D'accord? Et puis là où je vais avoir une nouvelle valeur, je vais avoir un point de discontinuité. Mais sur chaque intervalle où elle est constante, j'ai bien une fonction qui est continue. Donc en tout, j'ai une fonction continue par morceau. Alors,
une fois que j'ai cette notion de continuité, j'ai un certain nombre de résultats que je peux déduire. Le premier qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème? Je prends une fonction f qui est continue sur un intervalle AB, attention, AB fermé. Eh bien, pour tout réel k compris entre f de A et f de B, je sais qu'il existe un réel C compris dans l'intervalle AB tel que f de C est égal à k. C'est-à-dire que, quel que soit le réel k qui est compris entre f de A et f de B, en fait, ce k, c'est une image d'une valeur comprise entre A et B. Remarquez que ici j'ai dit k compris entre f de A et f de B, j'ai pas écrit l'intervalle f de A, f de B, ou parce que je ne sais pas lequel est le plus petit, tout simplement. Donc je ne peux pas écrire l'intervalle f de A, f de B, parce que si f de B est plus petit que f de A, ce serait l'intervalle f de B, f de A. D'accord? Donc c'est juste une question de notation. Bon, c'est pas grave, ça marche très bien comme ça. Voyons un petit exemple. Alors, je vais juste, voilà, on va juste regarder graphiquement. Donc, je prends la fonction f, qui est définie sur 0,2 par f de x, qui vaut cette formule-là. Et je vous ai tracé ici sa représentation graphique. Alors, j'ai mis exemple, mais c'est presque plus une illustration. Qu'est-ce qu'on constate? Donc, j'ai f de 0, donc qui est 0, qui est ici. J'ai f de 2, je suis pas très droite, qui est ici. Et donc, ce que me dit le théorème des valeurs intermédiaires, c'est que si je prends une valeur entre f de 0 et f de 2, par exemple, je sais pas moi, je prends k qui est ici, eh bien le théorème me dit qu'il existe un c tel que k est égal à f de c. Et on voit qu'effectivement, là, je coupe la courbe, et donc mon c, ça va être ici, on est à 1 ou à peu près 1. Mon dessin n'est pas suffisamment précis pour pouvoir le dire. Et vous voyez qu'effectivement, ce sera le cas pour n'importe quelle valeur ici, comprise entre f de 0 et f de 2 à chaque fois. Bah oui, comme je suis passé de là à là sans lever mon stylo, forcément j'ai pris toutes les valeurs entre deux. C'est tout simplement ça que nous dit le théorème des valeurs intermédiaires. D'accord? Donc, comme je suis passé par toutes les valeurs de f de, forcément, chaque valeur de f2 a un antécédent. Alors, on a un cas particulier de ce théorème des valeurs intermédiaires, qui est ce qu'on appelle le théorème de Bolzano. Alors, il nous dit que si on prend une fonction f qui est continue sur l'intervalle AB, et qu'on a f de A fois f de B qui est négatif, c'est-à-dire f de A et f de B qui ne sont pas de même signe, eh bien forcément, il va exister un C dans l'intervalle AB, tel que f de C est égal à 0. Donc c'est bien un cas particulier parce que en fait, vous voyez qu'on regarde un cas particulier, une valeur k particulière, et simplement, cette condition-là nous permet de dire que la valeur k égale à 0 est bien comprise entre f de A et f de B. Alors un exemple, prenons cette nouvelle fonction f là, qui est définie entre 0 et 6 par cette formule-là. Bien, vous voyez qu'effectivement, quand je la trace, donc j'ai f de 0 qui vaut moins 3, donc qui est négatif, f de 6 qui doit valoir 6 a priori, donc en tout cas qui est positif, donc j'ai bien le produit ici qui est négatif. Et, oui, c'est évident, je passe de quelque chose de négatif à quelque chose de positif sans lever mon stylo, à un moment donné, je suis obligée de passer par 0, j'ai pas le choix. D'accord? Donc c'est ça que nous dit ce théorème de Bolzano. Ça marcherait dans l'autre sens. Si je passe de positif à négatif, j'ai pas levé mon stylo, j'ai pas le choix, il faut que je passe par 0 aussi. Bon, on pourrait le voir aussi en faisant un tableau de variation. Passons. Alors, quelques remarques. Déjà, le théorème des valeurs intermédiaires, on l'appelle parfois le TVI, pour aller plus vite. Donc si vous entendez parler de TVI, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Remarquez aussi que parfois le théorème de Bolzano, il est appelé théorème des valeurs intermédiaires.
hein, et donc il y a une petite confusion parfois entre ces deux théorèmes-là. Remarque suivante, le théorème des valeurs intermédiaires dit qu'il existe au moins un C tel que f de C égale K. Hein, l'énoncé dit il existe C tel que. Il ne dit pas il existe un unique. Il peut en exister plusieurs. Par exemple, si je prends l'exemple ici, eh bien vous voyez que si je prends K est égal à 0, eh bien vous voyez que donc je passe de f de A là, qui vaut moins 2 à f de B qui vaut 3. Et j'ai 0 qui est bien compris entre f de A et f de B. Et des C tels que f de C égale à 0, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. D'accord ? Mais oui, il en existe. Là, on est dans un cas où il existe, c'est il en existe au moins un. Possiblement, il en existe plus. Alors justement, théorème, si je prends une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle AB, je vous rappelle que strictement monotone, ça veut dire qu'elle est strictement croissante ou qu'elle est strictement décroissante sur mon intervalle. Je vous laisse aller voir la vidéo sur les variations en cas de besoin. Et bien dans ce cas, pour tout réel K compris entre f de A et f de B, il va exister un unique C appartenant à AB tel que f de C est égal à K. Donc si je n'ai pas cette hypothèse de stricte monotonie, je sais qu'il en existe au moins un. Si j'ai cette hypothèse de stricte monotonie, alors il y en existe un unique. Alors, bien évidemment, ici, l'existence de cette solution, elle est montrée par le théorème des valeurs intermédiaires. Hein, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'il en existe une unique ? Eh bien, on va faire un raisonnement par l'absurde. On suppose que, supposons que f de C1 est égal à K et f de C2 est égal à K. D'accord ? Donc je suppose qu'il y a deux solutions, deux valeurs qui ont pour image ce K, avec, on va prendre C1 strictement plus petit que C2, d'accord ? Donc comme ça on a un ordre, et puis donc on sait que qu'ils ne sont pas égaux. Maintenant, comme j'ai la stricte monotonie, alors si f est strictement croissante, eh bien on sait que C1 plus petit que C2 implique que f de C1 est strictement plus petit que f de C2. Et on voit qu'on a contradiction avec notre hypothèse, hein, parce que si j'ai f de C1 qui est égal à K et f de C2 qui est égal à K, ça veut dire que f de C1 est égal à f de C2. Bon, ça ne peut pas être à la fois égal et strictement plus petit. Hein. Et puis, si f, elle est strictement décroissante, eh bien, dans ce cas, je sais que C1 plus petit que C2 va impliquer, enfin strictement plus petit, va impliquer f de C1 strictement plus grand que f de C2. Et à nouveau, j'ai une contradiction. Je ne peux pas être à la fois égal et strictement plus grand. Donc, effectivement, on a une contradiction, et donc ça veut dire que forcément, je dois avoir C1 qui est égal à C2, et donc j'ai une unique solution, j'ai un unique C qui vérifie f de C est égal à K. Alors, remarque, on généralise ce théorème à l'intervalle ouvert AB, où A et B peuvent être réels ou plus ou moins l'infini. Hein. Là, moi, j'ai défini ça pour l'intervalle AB fermé, mais on peut généraliser. Et puis, dans ce cas, hein, le petit k doit être compris entre les limites. Hein, je ne peux pas dire c'est compris entre f de A et f de B. Non, c'est compris entre les limites, hein, forcément. Et puis, donc, lorsque k est égal à 0, eh bien, il suffit de démontrer que la fonction change de signe. D'accord ? Donc, si je prends mon théorème ici, hein, je prends f continu et strictement monotone sur un intervalle, peu importe comment il est, eh bien,
on sait que si f de A fois f de B est négatif, c'est-à-dire si f de A et f de B, ou les limites ne sont pas de même signe, eh bien forcément il existera un unique C qui aura pour image 0. Oui, 0. Dernier résultat qu'on va voir ici, théorème, alors c'est un cas particulier du théorème de Brouwer qu'on n'a pas vu, mais on va voir que ce cas particulier-là. Une fonction qui est continue sur l'intervalle AB dans lui-même admet au moins un point fixe. Donc quand je dis qui est continue de AB dans lui-même, c'est-à-dire que les images, alors je n'ai pas donné de nom à ma fonction, admettons ma fonction c'est f, et bien tous les f de x, pour x appartenant à AB, tous ces f de x appartiennent également à l'intervalle AB. Alors, pour le démontrer, c'est pas très compliqué. Alors, je vais mettre donc une fonction f, voilà. Donc, on prend g qui est défini sur AB par g de x, ça va être f de x moins x. Cette fonction g, elle est continue sur AB, puisque f est continue, et puis f moins l'identité, ça donne une fonction continue. On est sur les propriétés qu'on a vues tout à l'heure. Donc, elle est continue avec g de A qui est positif ou nul, et puis g de B qui est négatif ou nul, tout simplement parce que les f de sont tous plus petits que B, donc en particulier f de B est plus petit que B, d'accord, et puis tous les f de sont plus grands que f de A, donc f de A en particulier est plus grand que A, d'où cette inégalité ici. Eh bien, une fois que j'ai dit ça, le théorème des valeurs intermédiaires nous dit quoi? Nous dit que, il existe C appartenant à AB. C'est pour ça qu'on a dit continue de AB dans lui-même. Tel que je vais avoir G de C qui est égal à 0 et G de C égale à 0, c'est-à-dire que f de C moins C est égal à 0, c'est-à-dire f de C est égal à C. Et ça, c'est la définition d'un point fixe de f.